Bonjour, merci d'être là. Excusez-nous, Pauline Morus, ma consoeur et moi-même qui allons intervenir, mais grâce à la SNCF, nous n'avons eu qu'1h30 de retard ce matin. Donc on a été obligé de déplacer la conférence qui était prévue à 10h à 11h. Voilà, enfin nous sommes là. Pour moi c'est le principal, peut-être pas pour vous, mais enfin nous sommes heureux d'être avec vous ce matin. Donc je remercie Cosmed qui m'a proposé de faire cette petite conférence sur l'énergie. Alors je vais évidemment parler de notre pays, mais je voudrais vous faire un petit panorama des transformations auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés parce qu'elles sont gigantesques. Et relisant mes notes et préparant ce propos, je découvrais ce matin, dans la presse de ce matin, le vote d'un nouveau règlement communautaire dont je n'avais jamais entendu parler. En ce moment, c'est du non-stop. Il y a des textes tout le temps. Et si même les juristes n'arrivent pas à les digérer, alors je me demande comment les malheureux non-juristes peuvent les digérer. Donc nous allons essayer avec ma consoeur Pauline Morus de vous faire un petit panorama. On s'est mis dans la peau d'un chef ou d'une chef d'entreprise ou d'un cadre d'entreprise qui a la responsabilité de conduire ou de prendre des décisions pour une entreprise et qui se demande un peu ce qui se passe et à quelle sauce il va être mangé. Voilà, c'est un peu dans cet état d'esprit que nous avons conçu notre propos de ce matin. Alors, d'abord, je voudrais revenir au départ, si je puis dire, et bien préciser de quoi on parle. D'abord, souvent, on confond énergie et électricité. Ce n'est pas la même chose. L'électricité est une forme d'énergie. Il y en a d'autres. L'électricité peut être une électricité carbonée, c'est-à-dire fabriquée à partir de fossiles, de fioul, de gaz de charbon. Et ça peut être une électricité décarbonée qui est fabriquée à partir d'énergies renouvelables et ou, pour nous en France, de nucléaire. Donc, l'électricité, elle peut être carbonée ou non. L'énergie, elle peut être carbonée ou non. Vous avez dans l'énergie, bien sûr, l'électricité, mais pas que. Vous avez le gaz, le fioul, le pétrole, et des produits qui sont, je dirais, énergétiques, mais dans lesquels les conditions dans lesquelles elles sont fabriquées sont très importantes. Je veux parler de l'hydrogène, qui peut être carboné ou non carboné, selon la manière dont on le fabrique. Vous avez de l'hydrogène vert, vous avez de l'hydrogène bleu, qui est fait à partir de nucléaire, vous avez de l'hydrogène gris ou noir, qui est fait à partir de pétrole ou de gaz. Et puis, vous avez un certain nombre de nouvelles catégories qui apparaissent, comme par exemple les e-fuels, qui sont fabriqués à partir de produits non fossiles. Voilà, donc déjà, bien voir de quoi on parle, parce que c'est pas si simple. Je me souviens, alors c'est un peu vieux, d'un débat entre deux candidats à la présidentielle en 2007 où l'un et l'autre avaient allègrement mélangé les deux notions, ce qui était quand même fâcheux à ce niveau-là. Pour bien comprendre ce qui se passe chez nous, il faut d'abord comprendre ce qui se passe au niveau européen, puisque en fait nous dépendons de l'Europe pour notre réglementation, mais aussi pour nos objectifs. L'Europe s'est dotée en 2018 d'un texte fondamental qui s'appelle le Green New Deal. Le Green New Deal, c'est toute une politique qui vise en fait à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi, en même temps, à développer nos activités industrielles et économiques pour qu'elles soient durables, c'est-à-dire compatibles avec les limites terrestres qui sont les nôtres. C'est ça le Green New Deal, et donc c'est un texte de base qui a fait l'objet de toute une série de textes d'application sur lesquels je vais passer, mais je vais quand même vous en dire un mot pour que vous compreniez bien la globalité. Il faut comprendre que c'est un sujet, et ça c'est très important pour le monde économique, qui est doté de beaucoup d'euros à la sortie. Je veux dire par là que les fonds qui sont mobilisés au niveau européen pour ce qu'on appelle la transition écologique et la transition numérique,
digitales sont absolument colossaux si l'on met bout à bout les fonds de la BCE, de la Banque européenne, les différents programmes qui ont été mis en place, on arrive à plus de 1500 milliards d'euros d'ici 2030. Donc c'est des sommes astronomiques, mais qui peuvent être utilisées par les entreprises qui rentrent dans les différents programmes. Donc ce Green New Deal, c'est un objectif général qui ensuite a été affiné et qui a abouti en 2022 à une décision extrêmement lourde de conséquences qui est celle de réduire nos émissions de gaz à effet de serre en Europe de 55% en 2030 par rapport à 1990. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les années 23, 24 et la suite jusqu'à 30, nous sommes dans l'obligation de réduire globalement nos émissions de gaz à effet de serre de 5% l'an à peu près. C'est énorme. Pour vous donner une idée, un terme de comparaison, l'année dernière, où nous avons eu un hiver très doux et un prix de l'électricité et de l'énergie que je ne décrirai pas, nous ne sommes à peine arrivés à 3% de réduction. Alors, imaginez ce que veut dire un effort de 5%. Ça veut dire que c'est un effort de tous et ça veut dire que tous les secteurs économiques sont concernés, dont le secteur industriel auquel vous appartenez et sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Pour parvenir à cet objectif, l'Europe a défini ce qu'il fallait entendre par un investissement durable. Autrement dit, dans quelles conditions pouvez-vous prétendre à être durable et donc à avoir un financement pour ce que vous voulez faire? Cette durabilité, elle est définie par un ensemble de textes copieux, comme tous les textes européens, qui s'appelle la taxinomie ou la taxonomie. Vous en avez probablement entendu parler. C'est un ensemble de textes qui définit dans quelles conditions on est durable ou on ne l'est pas. Pour être durable, il faut d'abord investir dans un des 6 secteurs que je vais citer, qui sont la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation au dérèglement climatique, l'économie circulaire, la réduction de la pollution, la protection de la biodiversité et la protection de l'eau. Quand je dis l'eau, c'est l'eau douce et les océans. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, il ne faut pas nuire de manière importante à un des autres objectifs. Autrement dit, vous ne pouvez pas être durable si vous êtes bon sur le climat et nul sur la biodiversité, par exemple. Donc, c'est le deuxième critère. Troisième critère, il faut respecter les droits humains et les grandes, je dirais, les grandes législations générales sur la lutte contre la corruption, sur la fiscalité, etc., etc. Cette taxonomie a donc fait l'objet d'un certain nombre d'actes d'application. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, d'actes d'application qu'on appelle des règlements délégués qui définissent pour chacune des 6 catégories que je viens de citer quelles sont les activités économiques qui sont concernées. Ces activités économiques, elles sont classifiées selon ce que l'on appelle, vous devez le connaître d'ailleurs, la classification ACE, qui est la classification européenne de toutes les activités économiques. Donc voilà, ça c'est un premier gros volet, la taxinomie, qui elle-même contient un volet comptable et financier qui intéresse le monde de la finance, mais qui intéresse toutes les entreprises. De quoi s'agit-il? Il s'agit maintenant de faire ce que l'on appelle du reporting extra-financier, c'est-à-dire l'obligation de, tous les ans, comme vous faites un bilan comptable, toutes les entreprises font ça, d'avoir un reporting extra-financier, c'est-à-dire d'avoir à indiquer, et les exigences sont de plus en plus importantes, j'y viendrai à la fin de mon propos, d'indiquer quels sont vos résultats en matière climatique, en matière de biodiversité, en matière de lutte contre les pollutions, etc., etc.
Et pour le monde financier, là je ne m'attarderai pas parce que ce n'est pas votre secteur, il y a toute une série d'obligations quant au type d'investissement qui sont faits, avec une distinction entre financer du durable ou financer du non durable, ce qui, bien entendu, conduit les établissements financiers, c'est le but du jeu, à financer de plus en plus de durable et de moins en moins de non durable. Tout ça est qualifié sous le titre de CSRD. Ensuite, vous avez eu un texte dont Pauline va vous parler, qui est un texte sur l'efficacité énergétique. Et enfin, vous avez une série de textes sur les énergies renouvelables. Le dernier d'entre eux est un texte appelé RED, R-E-D-D 3, qui a été adopté très récemment, puisqu'il a été voté en septembre 2023. Donc vous voyez, c'est tout récent. Alors, c'est un texte extrêmement dense qui modifie des textes antérieurs. Dans quel objectif? Eh bien, de permettre le passage de 40% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, qui était l'avant-dernier objectif, à l'objectif de 55%. Ce qui donne ensuite des objectifs par secteur. Par exemple, pour les transports, une réduction de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports et une obligation d'avoir 30% d'énergie renouvelable dans le transport en 2030. Je vous donne cet exemple. Il y en a d'autres et sur ce qui concerne l'industrie, j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, vous avez toute une série de règles, enfin de principes qui sont fixés pour déployer les énergies renouvelables avec une planification, avec un allègement des procédures. Ça, c'est extrêmement important parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont cherché à installer sur leurs entreprises ou à côté de leurs entreprises des installations d'énergie renouvelable. Ça va, c'est pas trop compliqué. Par contre, le raccordement, c'est souvent une autre paire de manches. Ça peut durer un certain temps, voire un temps certain. Donc, dans ce texte, vous avez toute une série, j'ai encore pas le temps d'entrer dans les détails, de délais très courts qui sont donnés pour instruire les dossiers et délivrer les autorisations en faisant une distinction entre les zones qui sont des zones d'accélération des énergies renouvelables, où en fait on a fait des études préalables et où il n'y a pas trop de problèmes environnementaux, et les autres. Troisièmement, le développement massif de l'autoconsommation. Pauline reviendra sur ce sujet en vous parlant de du prix de l'électricité et de l'intérêt de devenir son propre producteur d'électricité. Dans ce contexte, l'autoconsommation est considérablement encouragée avec des mécanismes de stockage d'électricité par batterie, ou en utilisant des véhicules électriques. D'ailleurs, il y a toute une série de possibilités qui permettent également de donner une certaine flexibilité au réseau, c'est-à-dire d'avoir des réseaux intelligents qui peuvent, au moment où il y a des pointes, pouvoir bénéficier de cette électricité d'entreprise ou de particuliers ou de collectivités territoriales. J'ouvre juste une parenthèse là-dessus, parce que c'est très important de comprendre ça. Nous avons fait le choix, on peut être d'accord, pas d'accord, c'est pas ici qu'on va discuter de ça, du nucléaire en 1973. Nous avons construit beaucoup de centrales et beaucoup de réacteurs. Nous avons 56 réacteurs aujourd'hui en activité pour 18 centrales nucléaires, parce qu'une centrale contient plusieurs réacteurs. C'est pour ça que vous avez plus de réacteurs que de centrales. Sauf qu'au moment où tout ça a été réalisé, on s'est rendu compte qu'on en avait trop. Et qu'il fallait donc utiliser cette électricité, car à l'époque, il n'était pas question de stocker l'électricité, ça n'existait pas. Ça existe aujourd'hui, mais ce n'est pas encore parfait, nous le savons tous. Et donc, l'idée qu'on a eue était celle d'encourager massivement les Français à se chauffer à l'électricité. Donc, tous les logements sociaux, ou pratiquement tous, et beaucoup de logements non sociaux, ont été encouragés à recourir à l'électricité, parce qu'effectivement, un convecteur, ça coûte beaucoup moins cher qu'une chaufferie centrale, ça c'est sûr. Mais le résultat des courses, c'est quand même que plus l'électricité monte, plus les charges de chauffage montent. Et c'est un autre inconvénient.
c'est que quand il fait très froid, ben, il fait très froid pour tout le monde au même moment. Et s'il fait très froid pour tout le monde au même moment, ça veut dire que nous avons une demande d'électricité à un moment donné du temps qui est énorme. Et nous n'avons pas la capacité, nous les Français, de la produire. C'est trop. Donc on achète. Mais au moment où on achète, les autres, ils ont froid aussi. Donc le prix de l'électricité monte en flèche. Ça, je parle de ça avant Ukraine et tout ça. Hein. C'est une histoire qui est vieille comme le monde. Et donc il faut savoir que les pointes, quand il y a des pointes d'électricité en Europe, il y en a 50% qui sont à nous. Donc on est très dépendant en réalité, lorsqu'il fait froid, de nos voisins européens. Et on est bien entendu très impacté par la hausse du prix. Parce qu'évidemment, on est sur un prix de marché et c'est un prix très élevé parce qu'il faut remettre en route des vieilles centrales à gaz, à charbon, à ce que vous voudrez, pour fournir de l'électricité. Voilà, donc la question de l'équilibrage du réseau est une question extrêmement importante. Ensuite, ce texte comporte un certain nombre de points sur lesquels je ne m'étendrai pas parce que c'est trop technique, et de points concernant certains types d'énergie, les carburants renouvelables non biologiques, la biomasse forestière. Je m'arrête un instant sur la forêt. Alors, je suis peut-être un peu loin des préoccupations du monde de la cosmétique, mais la forêt est un sujet dont vous allez entendre de plus en plus parler. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre que quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre, on parle d'émissions nettes. Émissions nettes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a du plus et du moins. Le plus, c'est ce qu'on émet par nos activités. Le moins, c'est ce qu'on stocke. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui stocke ? Les océans. On ne sait pas faire grand-chose pour améliorer la situation. On arrive très bien à la détériorer, mais l'améliorer, c'est beaucoup plus difficile. Et les forêts. Les forêts sont nos grands puits, ce qu'on appelle les puits de carbone. Ce sont des grands puits de carbone. Sauf que, pas de chance, nos réserves de puits de carbone sont globalement 3 fois inférieures à ce qu'on envisageait, à ce qu'on estimait. Ce qui veut dire corrélativement que nous allons devoir faire un effort supplémentaire, si on raisonne en net, pour compenser ce qu'on ne va pas arriver à stocker. Donc, replanter de la forêt, conserver la forêt, c'est très important. Sauf que on ne peut pas avoir l'argent du beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Autrement dit, on ne peut pas en même temps planter de la forêt, faire vivre de la forêt et couper la forêt. Ça ne marche pas. Et surtout couper la forêt pour faire du bois énergie. Et donc, la question de la biomasse forestière est une question qui est de plus en plus délicate. Le bois est toujours considéré comme une énergie renouvelable, mais je doute que ça le reste très très longtemps, sauf pour tout ce qui est les sous-produits. C'est-à-dire du bois dont on ne sait absolument plus quoi faire, ou alors les branchages, les feuilles mortes, enfin toutes ces choses-là. Voilà. Ensuite, donc il y a des règles sur les transports, il y a des règles sur les bâtiments, il y a des règles sur l'industrie. Donc vous voyez, tous les secteurs sont concernés par cette directive RED III pour à la fois fixer des objectifs et donner les moyens d'y parvenir. À côté de ça, vous avez les textes internes. Là, je vous ai parlé de ce qui était communautaire. Les textes internes, il y en a 2 importants. Il y a la loi française d'accélération des énergies renouvelables et il y a la loi française sur le nucléaire. Ces 2 textes qui ont été votés l'année dernière. Sur le nucléaire, c'est une simplification des règles pour essayer d'aller plus vite. Le problème avec le nucléaire, ce n'est pas tellement les procédures qui bloquent, c'est plutôt le savoir-faire, si j'ose dire. Sur les ENR, c'est un texte qui est très faible par rapport au texte communautaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Certes, il y a des accélérations, mais il y a beaucoup de blocages qui sont mis et qui continuent à être mis. D'où une grande difficulté qu'a la France, et je le lisais encore ce matin dans la presse,
nous n'avons pas atteint, nous sommes le seul pays européen à n'avoir pas atteint en 2020 nos objectifs d'énergie renouvelable. Nous aurions dû atteindre 23% d'énergie renouvelable en 2020. Nous étions péniblement à 19%. Ce qui fait que nous avons une amende de 500 millions d'euros, ce qui n'est quand même pas tout à fait rien. Et je lisais ce matin que Mme Pannier-Runacher avait annoncé qu'on ne voulait pas payer. Ben, je pense qu'on ne va pas nous demander la permission. Si on a une amende, c'est une amende. Et l'Europe a un système assez efficace pour payer les amendes. C'est qu'il retranche de ce qui nous est dû l'amende. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas comment cette histoire-là va se terminer. D'autant plus que dans le document qui a été... Je vous parle de choses qui sont vraiment de l'actualité. Nous avons envoyé hier à la Commission européenne notre plan climat-énergie jusqu'en 2030-2035. Comme par hasard, dans ce que nous avons notifié, il n'y a rien sur l'objectif des ENR. Or, on a un objectif d'ENR de 40%. Nous sommes aujourd'hui même pas aux 23% qu'on aurait dû atteindre en 2020. Donc on est très mal. Voilà, donc nous avons un gros problème en France avec nos énergies renouvelables que nous ne développons pas suffisamment. Et la loi d'accélération sur les ENR n'a pas changé grand-chose. En réalité, beaucoup en France ne croient pas aux énergies renouvelables. Bon, d'abord, il y a toute la fronde contre l'éolien terrestre. Bon, ça, c'est un sujet, même l'éolien en mer. Mais surtout, beaucoup pensent qu'on n'en a pas besoin. Ce qui est une ânerie. Et je vais essayer en 2 mots de vous expliquer pourquoi et je vais passer ensuite la parole. Je regarde quand même l'heure. Ça va. Je vais passer la parole à Pauline parce qu'on a beaucoup d'autres choses à vous dire. C'est une ânerie, pourquoi ? D'abord parce que nous devons électrifier massivement notre système économique, l'électrifier comment dit-on, j'ai un trou, sans produire de gaz à effet de serre. Et en l'état actuel des choses, d'ici 2040, hormis Flamanville qui ouvrira peut-être, on n'a rien. Il n'y aura pas de nouvelles centrales nucléaires avant 2035-2040, c'est impossible. Personne ne dit qu'il y en aura d'ailleurs. Ce qui veut dire que notre électrification jusqu'en 2040, elle ne peut se faire qu'avec le renouvelable. On n'a rien d'autre. Alors, en 2040, on verra. Je ne serai probablement pas là pour le voir, mais vous serez là pour le voir. Je ne suis pas du tout sûre qu'en 2040, l'équation économique et énergétique sera la même qu'en 2023. Parce qu'il faut bien comprendre que l'essentiel se joue maintenant. Et je terminerai là-dessus. Sur ces affaires climatiques, il faut comprendre que jusqu'en 2035-2040, la messe est dite. C'est-à-dire que nous allons subir les effets du dérèglement climatique des émissions que nous avons faites depuis 50 ans. Et vous avez peut-être vu ce qui est sorti hier ou avant-hier, puisque la COP 28 commence la semaine prochaine. Nous sommes sur une trajectoire comprise entre 2,6 et 2,9 degrés, et ce, dans l'hypothèse où tous les pays qui ont pris des engagements les tiendraient. Ce qui reste encore à voir. Donc, on va subir, et on subit déjà, puisque pour la première fois, il y a eu 2 jours au cours de l'année 2023 où la planète a été réchauffée de plus de 2 degrés, globalement, hein, j'entends, par rapport à l'ère pré-industrielle. Voilà. Donc c'est quand même très préoccupant. Ce qui se joue aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire là maintenant en 2023, c'est pour après 2035-2040. Autrement dit, est-ce qu'on est capable non seulement d'infléchir et de réduire considérablement nos émissions et d'arriver à stocker du carbone en quantité, et je vous dirai un mot de ça à la conclusion, ou bien on n'est pas capable. Si on est capable, on peut être à 2 degrés, 2 degrés 2. 1,5 degré, je pense qu'il faut oublier. Hein. Il n'y a personne de raisonnable aujourd'hui qui pense qu'on peut aller à 1,5 degré. Mais autour de 2 degrés, en étant très, très, très exigeant, peut-être. Voilà. Ça se joue maintenant. Et pas après. Donc, ce qui va se passer en 2040, c'est très important, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Pauline, je vous passe la parole pour
Le prix de l'électricité qui va intéresser tout le monde. On enchaîne sur l'efficacité ou c'est après? Merci. Comme le disait Madame Lepage en introduction, c'est vrai que les débats sur l'électricité occupent une place très importante dans tout débat sur l'énergie, en particulier depuis plus ou moins 2 ans et la crise qu'on a connue en matière de prix de l'électricité. À nouveau, on va se placer pour cette discussion d'un point de vue européen, puisque j'imagine que vous le savez tous, on est dans un marché européen de l'électricité. Ça signifie que, évidemment, il y a des échanges contractuels et financiers à l'échelle de l'Union européenne, mais ça signifie surtout qu'on a un marché physique de l'électricité à l'échelle européenne. Ça veut dire qu'on a des tuyaux qui parcourent toute l'Europe pour amener de l'électricité et faire des échanges entre tous les pays de l'Union européenne, voire sur d'autres pays du continent européen, mais qui seraient pas forcément membres de l'Union européenne. Ce qu'on s'est aperçu pendant la crise, c'est que ce marché qui a beaucoup de vertus, notamment qui nous apporte une sécurité d'approvisionnement à l'échelle européenne, et on sait à quel point c'est important, a également beaucoup de limites. Et la limite principale à laquelle on a été confronté, c'est que le prix des énergies fossiles, même si ça représente à l'heure actuelle en quantité une part peut-être moins importante que l'énergie décarbonée pour produire de l'électricité, va avoir un impact très très fort en temps de crise sur le prix final de l'électricité qui sera échangé sur le marché de gros et qui in fine sera facturé à nous consommateurs particuliers ou entreprises. Pendant la crise, il y a plein de mesures qui ont été prises, soit à l'échelle européenne, soit à l'échelle nationale, pour essayer d'endiguer tous ces phénomènes. En particulier, au niveau français, on connaît le bouclier tarifaire. On sait également, j'imagine que vous avez dû tous vous rendre compte sur vos factures, qu'on est en train d'en sortir petit à petit, que le bouclier tarifaire prendra fin d'ici la fin de l'année 2025. Et donc, l'objectif maintenant de la réforme du marché de l'électricité qui est en cours au niveau de l'Union européenne et qui va se traduire également par des mesures internes, c'est de prendre des mesures plus durables, plus pensées, moins circonstanciées, voilà, de prendre un peu de recul et d'essayer de trouver comment on peut réformer ce marché de l'électricité, garder ce qui va bien et puis anticiper une prochaine crise qui sera probablement mieux gérée, mais qui risque probablement de réarriver prochainement, ou on l'espère à une échelle plus lointaine, mais on sait que de nouvelles crises, désormais, on sait que ça peut arriver, et on sait que ça peut arriver bientôt. Donc cet objectif, c'est vraiment de mettre en place des mesures pérennes avec 3 cibles principales. La première, c'est comment on fait pour stabiliser les prix et rendre le marché plus résilient aux énergies fossiles. Deuxième objectif, la deuxième cible, c'est développer de manière massive les énergies renouvelables. On pense que la voie pour pouvoir notamment atteindre la cible numéro 1, c'est-à-dire s'assurer de la stabilité des prix même en temps de crise, c'est vraiment d'avoir un développement massif des énergies renouvelables. Et au niveau européen, on raisonne même, on parle d'énergie décarbonée, c'était le terme que cherchait Madame Lepage tout à l'heure. Donc on n'est pas uniquement sur des énergies renouvelables, mais également des énergies décarbonées, ce qui permet d'inclure le nucléaire notamment. Et enfin, la dernière cible, c'est en tout état de cause pouvoir mieux protéger les consommateurs face à ces situations critiques. Et face aussi aux manipulations de marché, mais ça c'est tout un autre pan de la réforme. On s'est aperçu qu'une des dérives qu'il y avait aussi sur les marchés européens qui ont une partie financière, une partie boursière très dense et très complexe, qui a pu avoir des manipulations de marché, donc un renforcement des autorités de régulation pour s'assurer que le marché fonctionne correctement. C'est une réforme qu'on a eu peur de ne pas voir aboutir, qui finalement devrait pouvoir entrer en vigueur d'ici la fin de l'année. Parce qu'il y a eu une cristallisation qui est assez fréquente dès qu'on parle d'électricité en Europe, une cristallisation entre les pays pro-nucléaires et anti-nucléaires, globalement une cristallisation entre les positions de la France et de l'Allemagne. Après de nombreux débats, on a fini par obtenir un compromis qui est plutôt satisfaisant pour la France, puisque la France va pouvoir faire bénéficier son nucléaire, et enfin tout le nucléaire en Europe, mais le nucléaire français en particulier, va pouvoir bénéficier des mécanismes d'aide et de soutien aux investissements qui seront mis en place à l'échelle européenne. En contrepartie, l'Allemagne et les pays plutôt anti-nucléaires ont obtenu des garanties en termes de contrôle des prix et de la concurrence
du nucléaire, donc un contrôle à l'échelle européenne et notamment par la Commission. Voilà le compromis qui a été arrêté. J'en viens maintenant sur le contenu de la réforme. En soi, il n'y a pas de remise en cause du marché européen, donc on conserve ce fonctionnement avec lequel on fonctionne depuis 20 ou 30 ans. Donc il n'y a pas de remise en cause fondamentale, on garde les règles principales, on règle pour ceux qui connaissent un peu, qui se sont un peu intéressés de près sur ce marché européen, on conserve la règle du merit order. Si vous avez des questions dessus, on pourra y revenir. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de transformation immédiate, notamment voilà, dès l'entrée en vigueur, en janvier prochain, il n'y aura pas d'impact concrètement sur le fonctionnement des marchés européens, on garde le fonctionnement. On va notamment travailler, et c'est le premier paquet de mesures sur les marchés de long terme. C'est comme ça qu'on tente de sortir de la crise et d'améliorer le fonctionnement de ce marché. Ce premier paquet de mesures, il vise vraiment le développement des contrats et des marchés de long terme. Ça va être tous les contrats. Il y a plein de types de contrats qui sont concernés, qui sont passés entre les producteurs et les consommateurs directement. C'est ce qu'on appelle les PPA, pour ceux qu'on a entendu parler, Power Purchase Agreements. Il va y avoir également un développement des contrats à long terme entre les producteurs et les fournisseurs, et puis également des contrats à long terme entre les entités publiques et les producteurs pour tout ce qui est mécanisme de soutien. Donc l'idée, c'est d'avoir un espèce de cercle vertueux avec une visibilité, une stabilité à long terme qui va donner la capacité aux investisseurs de se projeter dans le long terme, de proposer des prix plus stables, aux consommateurs de négocier des tarifs sur lesquels ils pourront avoir de la visibilité. Donc on a ce cercle vertueux dont on attend beaucoup. C'est un vrai pari sur l'avenir en quelque sorte. Il va falloir vraiment que tous les acteurs se saisissent de ces actes de long terme, puisque ce ne sont que des contrats volontaires. Donc on ne touche pas, on touche principalement, on attend notamment que les acteurs se saisissent eux-mêmes des outils qu'on va leur mettre à disposition. On va, en tant que le législateur, va enlever tous les obstacles, il va mettre des aides, il va améliorer le recours à ces contrats, mais on attend quand même que ce soit les acteurs qui se saisissent de ces nouveaux outils pour, in fine, stabiliser une partie des prix. L'autre paquet de mesures, il y a 3 paquets de mesures globalement. L'autre paquet de mesures, c'est développer tout ce qu'on appelle les outils de flexibilité. Notamment, on a tous entendu parler du stockage et on sait que ça coûte cher. Donc l'Europe invite tous les États à faire le bilan sur tous leurs besoins de stockage et mettre en place des plans d'action pour développer toutes ces actions en matière de stockage. Sur la flexibilité, il n'y a pas que le stockage sur lequel on peut jouer, on le sait, on nous l'a demandé en temps de crise, on peut aussi faire jouer le consommateur, c'est-à-dire avoir une gestion active de la demande. On va demander aux gros consommateurs notamment, et donc là on s'adresse plutôt aux entreprises, de consommer quand on leur dira ou de s'abstenir de le faire à d'autres moments où ce sera pertinent. Dernier paquet de mesures, j'avance un peu vite parce que c'est très dense, c'est le volet social. Évidemment, la réforme en profite pour ajouter des garanties à destination des consommateurs, notamment les plus précaires, les PME et les particuliers, et leur donner les moyens d'agir, c'est-à-dire de ne plus simplement subir le marché de l'électricité, mais d'en être un acteur. Il va y avoir toute une diversité de contrats qui va leur être proposés, soit des contrats à prix fixe, et donc là, elles n'ont pas grand-chose à faire et et les consommateurs bénéficient d'un prix assez stable sur la durée du contrat, soit au contraire des contrats avec des prix très variables qui va leur permettre d'avoir cette action de flexibilité dont je parlais juste avant, et donc de consommer à des moments pertinents où ils pourront bénéficier de prix très peu chers. Donc ça peut intéresser certaines entreprises qui ont une flexibilité dans leur consommation. Dernier élément dans le paquet social, c'est un rappel du droit au partage de l'électricité. Et là, je rebondis sur ce que Madame Lepage mentionnait tout à l'heure, sur l'autoconsommation. Alors, la notion de partage de l'électricité dans la réforme, c'est un terme encore un peu vague, on ne sait pas bien ce qui se cache derrière. Nous, en tant qu'accompagnants dans le développement de projets ENR, on y voit un rappel direct du droit dont les consommateurs bénéficient, d'un droit à l'autoconsommation, c'est-à-dire l'installation, la mise en place d'opérations à l'échelle locale
donc d'installations de production qu'on va pouvoir consommer pour ses propres besoins. Ça, c'est un système gagnant-gagnant pour le consommateur. Il valorise son patrimoine, il s'assure d'une stabilité d'un prix dans la durée, il est totalement indépendant et décorrélé du marché. C'est des opérations qui se développent énormément et que nous, on encourage énormément. Peut-être que Madame Lepage pourra en redire un mot si on a un petit peu de temps. Très rapidement, pour terminer sur les prix de l'électricité, pour ceux qui en auraient entendu parler, ça c'est vraiment une mesure franco-française, mais qui va impacter fortement toute l'Europe. La fin du tarif ARENH, à nouveau, c'est encore l'échéance fin 2025. Donc ça, le tarif ARENH, c'est le tarif auquel EDF est obligé de vendre une partie de sa production d'énergie nucléaire à ses concurrents. À l'heure actuelle, c'est un tarif qui est très bas, qui est à 42 € du mégawattheure. Ça prend fin, donc il fallait absolument avoir un système qui allait prendre le relais. Il y a eu des annonces, là, c'est tout frais, hein, ça date de quelques jours, une semaine peut-être. Le nouveau tarif qui va remplacer l'ARENH, c'est un tarif qui passe à 70 €. On a l'impression qu'il y a une augmentation très nette, c'est pas aussi simple. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Je vais peut-être laisser finir l'annonce. Président Wicklin débutera à midi dans le hall 7. Merci. Donc c'est difficile de comparer ces 42 € à 70 €. Il faut une analyse un petit peu plus fine. Déjà parce que le 70 €, ce sera sur la totalité de la production nucléaire, donc une obligation de vente à 70 €, alors que les 42 €, ça concernait simplement une partie de la production nucléaire. Il y a la fin du bouclier tarifaire qui va rentrer en ligne de compte. Il y a la réforme européenne. Donc c'est difficile de savoir l'impact direct que ça va avoir, mais c'est un paramètre qu'il faut garder à l'esprit. L'ARENH prend fin d'ici 2 ans. Est-ce que vous voulez reprendre la main ou Alors très vite, on termine sur l'électricité et ce on voulait également vous toucher un mot sur l'efficacité énergétique. C'est un message qu'on entend beaucoup, mais que nous on aime rappeler parce qu'on y croit vraiment. C'est que finalement la meilleure énergie, l'énergie la plus décarbonée, la moins chère, tout ce qu'on veut, qui a toutes les qualités, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc il est très important dans une phase de transition et de réforme énergétique d'associer la performance et l'efficacité énergétique à la transition sur les modes de production. C'est vraiment un volet qu'il ne faut surtout pas laisser de côté. Donc, ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, c'est le rapport entre un service, un bien, un immeuble, une énergie, et le rapport, c'est combien d'énergie il faut pour produire ce bien, ce service, ce bâtiment, etc. etc. Donc, c'est vraiment un rapport service rendu versus énergie consommée. Donc vraiment, le travail sur la performance énergétique, c'est un travail qui est très important. Il y a 2 directives qui abondent dans ce sens. Il y a une directive sur l'efficacité énergétique en général et une directive sur la performance énergétique des bâtiments en particulier. La première a déjà été adoptée et pas la seconde. Je vous en dis juste quelques mots et ensuite je repasse la parole à Madame Lepage. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle consacre un principe de primauté de l'efficacité énergétique. C'est du bon sens, mais c'est toujours utile d'avoir des grands principes qui sont écrits. Il y a un rehaussement des objectifs en matière d'efficacité énergétique. Je vous épargne les chiffres, mais on rehausse d'environ 10% à l'horizon 2030. Avec des objectifs annuels qui sont intéressants. Pour les entreprises, peut-être aussi un point qui va vous impacter directement. Pour les grandes entreprises de plus de 250 salariés, il y a une obligation de réaliser des audits énergétiques. Il va y avoir un abaissement du seuil. Donc ça va concerner beaucoup plus d'entreprises. Le seuil, il ne sera plus en termes de salariés, il sera en termes de consommation, de puissance de consommation d'énergie. Donc ça ne vous parlera pas beaucoup tout de suite, mais il faudra vérifier à l'échelle des 3 dernières années de consommation. Si vous êtes à 2,7 gigawattheures, vous serez concerné désormais par la nécessité de mettre en place un audit énergétique. On a juste une phase de questions. Je termine assez vite justement pour vous permettre de pouvoir échanger avec Madame Lepage juste après. Donc ça, c'est pour le niveau européen. C'est des mesures au niveau européen qui se traduisent très concrètement par des réglementations françaises. Je vous en cite quelques-unes. Peut-être, soit vous les connaissez, soit je vous invite à vous y intéresser parce que c'est des obligations qui s'appliquent dès maintenant.
Vous avez évidemment le décret tertiaire qui vous oblige à réduire vos consommations en termes de bâtiments tertiaires. C'est entré en vigueur, les premières obligations, c'est à l'horizon 2030, mais vous avez des obligations déclaratives qui en sont entrées en vigueur depuis 1 an. Il y a plein d'entreprises qui ne sont pas au courant, mais il faut vraiment s'y intéresser. Le décret tertiaire, c'est tout ce qui va régir l'efficacité énergétique de vos bâtiments tertiaires. Vous avez également le décret BAC, vous avez la réglementation, la RE 2020, la réglementation environnementale 2020. Vous avez tout un tas de réglementations. Je pourrais passer une journée entière à vous les décrire, c'est passionnant. Mais malheureusement, le temps presse, je repasse la parole à Madame Lepage. Je vais aller très vite parce que je veux qu'on ait le temps des questions. Juste pour insister sur ce que signifie la décarbonation de l'industrie, parce que vous êtes directement concernés. L'objectif, c'est d'avoir une augmentation de 1,6% par an de sources énergétiques renouvelables dans le secteur industriel jusqu'en 2030. Donc 1,6% par an tous les ans jusqu'en 2030. Il y a des nouvelles obligations sur le chauffage et le froid. C'est-à-dire d'augmenter la part de renouvelables dans le chauffage et le froid. 0,8% par an entre 2021 et 2025, 1,1% par an entre 2026 et 2030, avec la possibilité d'intégrer ce qu'on appelle la chaleur fatale, c'est-à-dire celle qu'on produit sans le vouloir, mais qui aujourd'hui part n'importe où. Si vous la récupérez, eh ben, vous allez pouvoir faire des économies. Ensuite, il y a des obligations sur l'utilisation des carburants pour fabriquer de l'hydrogène. Et là également, la possibilité d'avoir un étiquetage volontaire pour des produits industriels qui seraient fabriqués à partir d'une énergie renouvelable. Voilà. Alors, on m'avait demandé de parler de ce qui allait arriver. J'ai pas trop le temps, donc je vais faire un inventaire à l'après-vert. D'abord, j'ai parlé tout à l'heure de la CSRD. C'est un texte qui va être applicable à partir de 2024, puis à partir de 2027 pour les plus petites entreprises. Ça concerne toutes les entreprises de plus de 250 salariés, 40 millions de CA, donc c'est pas beaucoup. L'EFRAG, qui est l'organisme européen qui fait les règles et les normes, vient de sortir une norme pour les PME. Vous avez deuxièmement quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, qui n'est pas encore rentré dans le droit communautaire, mais qui va arriver, qui est le devoir de vigilance. Et je terminerai là-dessus. Alors, c'est quoi ça ? Le devoir de vigilance, c'est l'obligation faite à une entreprise de s'assurer que son activité est positive pour les questions, je dirais, environnementales et sociales, pour faire vite. Nous avons déjà ça en droit interne avec la loi Sapin. Mais la loi Sapin, qui est de 2017, ne concernait que les boîtes de plus de 5000 salariés. Donc, ça ne concernait pas la terre entière. Avec le devoir de vigilance, on descend aux entreprises jusqu'à 250 salariés, 50 millions de chiffre d'affaires. Mais surtout, le projet vise toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire que quelqu'un qui est soumis au devoir de vigilance va devoir s'assurer que dans le cadre de ses relations commerciales, ses sous-traitants, ses partenaires font bien ce qu'il faut pour que cette obligation de vigilance du donneur d'ordre soit respectée. Ce qui veut dire que peu ou prou, c'est toutes les entreprises qui vont être impactées par la question du devoir de vigilance, parce que ce sera une obligation dans le cadre contractuel. Parce qu'une entreprise ne pourra pas répondre à ces obligations si elle ne s'est pas assurée que toute sa chaîne de valeur travaille dans la même direction. Et donc, c'est un sujet qui rejoint la CSRD. De toute façon, sous des angles différents, on parle toujours à peu près de la même chose. On parle toujours du climat, de la pollution, de la biodiversité et des questions sociales au sens large du terme. Mais simplement, vous allez avoir d'un côté le reporting, qui va devenir obligatoire, et de l'autre côté, le devoir de vigilance, qui lui est une obligation juridique, avec des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires de la boîte. Donc, c'est pas rien. Le texte n'est pas encore voté. Il a été voté en première lecture par le Parlement européen au mois de juin 2023.
je ne sais pas s'il sera voté avant la fin de la législature, qui finit en mars 2024, mais enfin, il faut avoir présent à l'esprit toutes ces nouvelles contraintes, en ayant aussi présent à l'esprit que quand on fait un investissement, on peut se le faire financer par l'Union européenne ou par la France d'ailleurs, puisque la France bénéficie des fonds européens, ou par les régions, parce que ça passe par toute une série de canaux, et que donc il faut avoir présent à l'esprit que c'est pas forcément l'entreprise qui va payer au moins la totalité de l'investissement, mais que par contre derrière, il y a des avantages induits en termes de baisse des coûts et en termes de sécurité juridique et de sécurité au sens large du terme. Voilà. Il nous reste 10 minutes pour les questions à votre disposition. Monsieur. J'ai pas d'autre micro que celui-là. Voilà, je voudrais poser ce problème par rapport à l'énergie fossile et aux centrales nucléaires. L'énergie fossile engendre beaucoup de problèmes par rapport à beaucoup de difficultés avec l'environnement et l'impact des gens. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, pourquoi on n'utiliserait pas l'énergie libre. Donc l'énergie libre, dans l'air, dans l'eau, dans ce qui nous entoure, mais qu'on n'utilise pas. Ça, c'est une énergie vraiment qu'il faudrait plus exploiter et qui serait plutôt moins polluante que ces énergies-là. Pardonnez-moi, monsieur, mon inculture, voilà. Mais je ne vois pas à quoi vous faites allusion. C'est un peu plus technique, ça veut dire, comment dirais-je, parce que y a des physiciens... On peut avoir les pompes à chaleur, ça, oui, qui vont utiliser les différences de température entre l'air et le sol. On peut avoir des pompes à chaleur qui vont utiliser la différence de température dans les eaux. On peut avoir des systèmes, effectivement, d'énergie marine qui vont utiliser la différence de température. Tout ça existe. Mais c'est encore infinitésimal. Parce qu'en fait, parce qu'on débute là-dedans. Hein. Par rapport aussi au domaine technique, il y a la MHD, je ne sais pas si vous connaissez la magnéto-hydrodynamisme. Ce système permet de récupérer l'électricité qu'il y a dans l'air, même dans l'eau. Donc moi, je pense que même ça sera un modèle plus intéressant. Je ne suis pas ingénieur, monsieur, donc je ne suis pas capable de répondre à votre question. D'accord, ok. Et bon, c'était ça. Et je voudrais savoir aussi par rapport au stockage du déchet nucléaire. Ah oui. Comment on fait pour éradiquer ce problème? On ne peut pas. C'est ça le problème. On peut pas. On continue à accumuler. Ah ben écoutez, c'est un problème. Hein. C'est un vrai sujet. Oui. Là, vous avez peut-être vu, il y a une décision du Conseil constitutionnel qui a été rendue il y a 3 semaines à moi, pour savoir si, par rapport aux générations futures, on pouvait stocker de manière irréversible des déchets radioactifs. C'est ça. Voilà. Oui. Le Conseil constitutionnel a dit oui. De toute façon, je vois mal qu'il ait pu dire non, parce que je ne vois pas ce qu'on fait. De toute façon, on est parti sur une technologie où on n'a pas de solution. Alors peut-être que dans 4 générations, 5 générations, 10 générations, on aura une solution. Pour l'instant, on ne l'a pas. Il n'y a pas. C'est ça, ok, d'accord. Voilà. Ok. Madame ? Bonjour, merci pour la conférence, c'est très intéressant. Moi, j'aurais voulu savoir ce que vous pensez des mécanismes de compensation carbone qui ont été largement utilisés par nos industries. Et moi, j'ai plutôt l'impression que ça a servi à finalement ne pas faire beaucoup d'investissements. Je pensais vous parler des crédits carbone, puisque c'est ça, et puis comme j'ai pas eu le temps, j'avais une grosse cote pour ça, mais j'ai pas eu le temps. Alors, c'est un sujet qui est très important et qui monte en perspective, d'autant plus que là aussi, il y a un projet de règlement communautaire sur les crédits carbone pour les encadrer et en différenciant toute une série de crédits carbone. Jusqu'à maintenant, crédit carbone, ça a été essentiellement de la forêt. Aujourd'hui, on pense à des crédits carbone agricoles, et c'est un domaine qui est très nouveau et très intéressant, ce qu'on appelle le carbon farming, c'est-à-dire non seulement le fait de cultiver les sols de manière telle qu'on puisse stocker du carbone, mais de surcroît d'aller vers des méthodes agronomiques ou des méthodes d'élevage qui vont permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre, qu'il s'agisse de méthane ou qu'il s'agisse de CO2. Voilà. Donc ça, c'est dans les tuyaux. Pour l'instant, c'est très, très, très embryonnaire. Ce qu'on a, c'est les crédits carbone forêt. Bon. Ces crédits carbone forêt, ils sont nés, en fait, dans le cadre du protocole de Kyoto, qui remonte à 1997, donc c'est quand même très vieux, et qui ont donné lieu à un certain nombre d'opérations qui s'appelaient du mécanisme de développement propre, enfin je ne rentre pas dans les détails, qui permettaient effectivement d'aller dans un certain nombre de pays du Sud
je pense au Brésil, mais aussi en Indonésie, là où il y avait de la forêt, de conserver cette forêt et d'émettre des crédits en contrepartie de cette séquestration de carbone. Bon, il y a beaucoup de débats. Vous avez vu qu'il y a deux grandes méthodes qui existent. L'une d'elles, c'est Vera. Vera s'est fait épingler par un certain nombre d'associations qui ont dit que c'était pipeau, que c'était du bidon, qu'il n'y avait rien de séquestré. Il est clair qu'il faut qu'on ait un système qui soit très normé et très contrôlé, parce que sinon, c'est du vent. Par contre, si on a quelque chose qui marche bien, c'est très intéressant. Vous avez par exemple des nouveaux procédés comme ce qu'on appelle le biochar. Je ne sais pas si vous avez entendu ce mot. Du biochar, si vous voulez, c'est du charbon reconstitué quelque part. Et donc c'est un stockage permanent de carbone qu'on enfouit dans le sol. Et là, on est sûr que ça y reste. Mais le problème de la forêt, c'est que la forêt, elle brûle, que la forêt, elle dépérit dans beaucoup de régions du monde et que donc parfois les crédits qui y sont attachés ils valent pas grand chose. Voilà. Donc c'est un vrai sujet, madame, et de toute façon le règlement communautaire insiste beaucoup sur ce point. Ça ne peut pas être de la compensation à la place de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est fromage et dessert. C'est et nous devons réduire nos émissions et nous devons stocker du carbone. Sinon, on ne s'en sortira pas. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je m'interroge sur la loi sur la déforestation qui est parue cette année au mois de juin, là, qui va nous obliger d'ici 31 décembre 2024 à avoir certaines obligations, du fait que tout va être géré par des histoires de codes douaniers. Et de cette manière-là, je me demande si des pays hors Europe comme la Chine, l'Inde, ne vont pas pouvoir favoriser la vente de produits transformés qui nous permettront en Europe aux industriels d'éviter tout un tas de paperasses et de conditions réglementaires et qui va favoriser du coup ces pays-là à nous vendre de plus en plus de produits transformés pour contourner ce code douanier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense, monsieur, je ne suis pas une grande spécialiste de la forêt, mais j'ai regardé quand même un peu le sujet. D'abord, nous, Français, on a un vrai problème. C'est que nous avons une économie de pays en voie de développement. Pourquoi ? Parce que nous produisons du bois, nous l'exportons, nous exportons nos grumes et on rachète les produits, transformés, c'est-à-dire les planches, tout ce qu'on peut faire avec du bois. Et donc, ce qui est quand même aberrant dans un pays comme le nôtre, on a beaucoup de forêts, on est déficitaire. Le déficit, alors j'ai pas vu pour l'année 2022-21, c'était 4 milliards. C'est quand même beaucoup, le déficit. Donc, c'est un sujet sur lequel il faut être extrêmement attentif. Alors certes, les autres pays du monde, ils vont avoir aussi leurs obligations en termes de puits de carbone, parce que les émissions nettes, c'est valable pour tout le monde. Hein. Voilà. Donc, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, j'ai pas trop le temps, mais tout ce qui n'irait pas dans le sens d'une protection de la forêt et de ceux qui l'entretiennent et l'exploitent est à mon avis très préjudiciable pour l'intérêt collectif. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Ah, pardon, excusez-moi, madame, je ne vous avais pas vu. Oui, moi j'en ai encore une. C'est un truc que je n'ai pas compris dans votre conférence. Ah ben, vous avez embêtant. Voilà, donc je me permets de dire ce que je n'ai pas compris. Voilà. Vous avez expliqué qu'on avait construit trop de réacteurs nucléaires. J'ai expliqué qu'on en avait construit plus qu'on en avait besoin. Voilà. Donc ça, ok. Ça, j'ai compris. C'était vrai, madame, oui. Je précise. Le choix de construire 58 réacteurs a été fait en 1973. Bon. Dans des circonstances que le patron d'EDF de l'époque a racontées, qui sont assez drôles, c'est que le président Pompidou était très très malade à ce moment-là. Et donc la décision a été prise par le Premier ministre de l'époque, qui était Pierre Messmer. Et donc Pierre Messmer a téléphoné à EDF en disant combien il nous faut de réacteurs. Et lui, il s'est dit, je vais en mettre beaucoup pour qu'au moins j'ai le minimum que je veux. Bon, il a dit 58. Il pensait en avoir 40, je suppose. Et donc il en a eu 58. Voilà. Donc on s'est retrouvé avec 58 réacteurs, le dernier étant terminé en 1991. Hein. Et donc c'était beaucoup. C'était plus que nos besoins, très largement plus. Donc
il fallait, d'abord on a fait de l'exportation, ça c'était très bien, mais pour le reste, il fallait l'utiliser au mieux. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup d'électricité, de chauffage électrique, parce que là, je dirais que c'est un marché captif. Vous êtes sûr que les gens en ont besoin pour se chauffer, en sus de s'éclairer. Oui, mais alors, je continue la question. Allez-y. Là où je ne comprends pas, c'est que vous avez dit, donc si je comprends bien, on est très bien doté en centrale, en réacteur, etc. Et que quand il y avait des pointes d'électricité... Parce que ça ne suffit pas. Du coup, on se retrouve dépendant malgré tout en France. Parce que nos 50... Comment c'est possible? Je vais vous expliquer. Parce que d'abord, nos 58 réacteurs ne produisent pas tous ensemble. Première observation. Deuxièmement, vous avez vu que l'année dernière, on a été très déficitaire. Pourquoi? Si nos 56, puisqu'il y en a 2 qui ont fermé, réacteurs fonctionnaient en même temps, ça nous donnerait quelque chose comme 450 TWh à peu près. Bon. L'année dernière, on en a fait 260. Alors pourquoi? Parce qu'il y en a qui étaient à l'arrêt pour des arrêts qui avaient été programmés, hein, et puis d'autres parce qu'ils étaient à l'arrêt parce qu'il y a des problèmes. On a constaté qu'il y avait pas des fuites, mais en fait qu'il y avait des fissures importantes, qu'il fallait les réparer parce qu'on ne fait pas fonctionner une centrale nucléaire comme une usine de fabrication de pots de yaourt. C'est pas la même chose. Et donc, on a des centrales qui sont fatiguées. Elles ont entre 30 et 45 ans, nos centrales. Et donc, il y a de plus en plus de pépins dessus. Et donc, on espère cette année faire 300 TWh. Vous voyez? Bon, avec une demande qui est plus celle de 1973. Donc, ce qui était énorme en 1973 ne l'est pas en 2023. C'est pas la même chose. On est 60 ans plus tard, vous voyez? Donc, ceci explique cela. Il n'y a pas de contradiction. Oui, mais alors, il n'y a pas un autre problème avec le fait qu'elles sont refroidies à l'eau et qu'avec le réchauffement climatique, on a de moins en moins d'eau. Comment on va faire? Ah ben ça, c'est une très bonne question. C'est une question qui est mise en avant par ceux qui ne veulent pas de nucléaire ou qui n'en veulent plus. On a un vrai sujet. On a un vrai sujet qui est double. Parce qu'effectivement, vous avez raison, on refroidit l'eau, on refroidit les centrales nucléaires avec de l'eau. On en a besoin pour ce qu'on appelle le circuit primaire et pour ce qu'on appelle le circuit secondaire. C'est-à-dire celui, d'une part, qui produit la chaleur et ensuite celui qui entoure la production de la chaleur. Bien. Selon les types de centrales, ou bien cette eau est rejetée après, ou bien en totalité ou en partie, ça dépend s'il y a des arrêts réfrigérants ou pas. Bon. Donc selon les centrales, les rejets sont plus ou moins importants. De toute façon, il faut beaucoup d'eau à l'amont et à l'aval, l'eau qu'on rejette est évidemment une eau chaude. Et donc il faut que la chaleur de la rivière ou du fleuve puisse supporter ce supplément de chaleur au regard de la faune et de la flore. C'est-à-dire que tous les poissons ne crèvent pas, quoi, et que toute la biodiversité ne crève pas. Donc il y a des limites de température. Chaque année, il y a des dérogations qui sont données, parce qu'on n'arrive plus à tenir les limites. Sauf qu'à un moment donné du temps, on ne peut plus en donner. Au-delà de 28 ou 29 degrés, ce n'est pas possible. Voilà. Donc il y a un problème au niveau des rejets, et il y a un problème en amont. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a, je ne sais plus combien d'années, une petite dizaine d'années, je crois que c'est la centrale de Cattenom, ou celle de Fessenheim, je ne sais plus, qui avait été refroidie avec des lances à incendie, parce que c'était trop chaud, quoi. Donc oui, on a un problème avec l'eau. Et M. Macron est allé la semaine dernière à Berne, notamment pour parler de l'utilisation du Rhône. Parce que le Rhône alimente nos centrales nucléaires à partir de Bugey et toute la vallée du Rhône. Et le débit du Rhône a diminué de 30%. Voilà. Et s'ajoute un autre problème qui est celui de la pollution, parce que moins vous avez d'eau, et plus vous avez une concentration des pollutions. Et ce n'est pas tout à fait un hasard si les premières procédures qui ont été lancées, les premiers, je dirais, cris d'alarme qui ont été lancés, c'est pour les PFAS dans le Rhône. Parce que précisément, le débit est beaucoup plus faible qu'il n'était. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de la conférence. Je vous remercie.
Merci infiniment, Madame Lepage, de cette brillante conférence. Alors, vous l'avez compris, je voulais vous délivrer un petit message que, c'est très complexe. Il y a un enchevêtrement, n'étant pas avocat, je le nomme comme ça, de textes qui sont applicables, certains maintenant, d'autres dans un proche avenir. Et vous avez un problème qui est celui de votre décision dans vos usines, dans votre façon de produire les matières, dans votre façon de produire les différents outils consommés par l'aval de la filière. Donc on est tous concernés, du haut jusqu'en bas, et je voulais vous informer que le rôle de Cosmed, c'est de vous aider. Donc nous allons éditer un livre blanc de l'énergie dans les PME cosmétiques qui va reprendre et aider à la mémoire de ce que vous avez dit aujourd'hui, en le complétant, de façon à ce que vous ayez des outils de compréhension et des outils d'aide à la décision. Le plus important pour nous, organisations professionnelles, ce n'est pas que telle ou telle soit vertueuse. C'est que tout le monde arrive à monter en même temps et qu'il n'y ait personne derrière. Certains de nos adhérents ont commencé à interroger Cosmed sur ce qu'on fait nous en tant qu'organisation à l'intérieur de notre équipe pour réduire notre consommation d'énergie, réduire notre production de carbone, etc. On est une organisation de type syndical. Vous voyez, vous êtes aussi fournisseur. Donc tout le monde est absolument concerné. Donc voilà, assez rapidement, nous allons produire ce livre blanc que nous ferons viser, bien entendu, largement par Madame Lepage et son cabinet. Et donc bon courage et comptez sur nous pour vous aider là-dessus. Merci.